Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de douleur qui ne crie pas, qui ne saigne pas, mais qui vous ronge de l'intérieur? Celle que vous portez en silence pendant que vous souriez au monde? C'est exactement celle que je vis depuis des années. Je m'appelle Solange Mercier. J'ai 64 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la pire trahison de ma vie, celle de mon propre fils. Mais avant de commencer, je vous demande une petite faveur. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Ça me fait toujours chaud au cœur de savoir que je ne suis pas seule. Merci infiniment. Maintenant, accrochez-vous. Ça va être intense. Aéroport Charles de Gaulle, terminal 2E. Fin d'après-midi d'un vendredi gris de novembre 2025. Le ciel parisien était chargé de cette grisaille lourde typique de l'automne français. J'étais épuisée. Je revenais de Genève après 3 jours de réunions interminables pour ma société, Mercier & Associés, une entreprise de conseil financier que j'avais fondée il y a 30 ans et qui valait aujourd'hui 15 millions d'euros. J'ai traversé le terminal avec ma valise Louis Vuitton, mon manteau Burberry bien ajusté. De l'extérieur, j'avais l'air impeccable. Cheveux blonds grisonnants tirés en chignon élégant, maquillage discret mais soigné. Mais à l'intérieur, j'étais brisée. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé Nicolas. Messagerie vocale, j'ai rappelé. Messagerie vocale. J'ai regardé autour de moi. Des familles qui s'embrassaient, des enfants qui couraient dans les bras de leurs parents, des chauffeurs avec des pancartes. Tout le monde attendait quelqu'un. Sauf moi. J'ai attendu 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Rien. Pas un message, pas un appel, rien. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je n'ai pas pleuré. Je ne pleure plus depuis longtemps. À force d'être abandonnée, on finit par s'habituer à la solitude. J'ai appelé Bernard, mon chauffeur privé. Il est arrivé 10 minutes plus tard, l'air surpris. « Madame Mercier ? Je pensais que Monsieur Nicolas viendrait vous chercher. » J'ai forcé un sourire. Il a dû avoir un contretemps. Bernard n'a pas insisté. Il me connaît depuis assez longtemps pour savoir quand il vaut mieux se taire. La Mercedes noire glissait sur les routes mouillées de Paris. Je regardais par la vitre. La tour Eiffel au loin, illuminée. Les couples qui marchaient main dans la main. Les cafés bondés de vie. Et moi, seule à l'arrière de cette voiture. Toujours seule. Nous sommes arrivés à mon appartement avenue Foch, dans le 16e arrondissement. Une immense demeure de 280 mètres carrés avec vue sur le bois de Boulogne. Décoration raffinée, canapé italien, œuvres d'art contemporain, tapis persan. Tout était parfait. Tout était vide. Je suis entrée. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai laissé ma valise dans l'entrée. Je suis allée directement à la cuisine. J'ai ouvert le réfrigérateur. Une bouteille de Chablis. Des fromages fins. Rien de fait maison. Personne pour qui cuisiner. J'ai servi un verre de vin. Je me suis assise sur le canapé du salon. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert Facebook. Et j'ai vu. La photo est apparue sur mon fil d'actualité. Nicolas. Mon fils unique. Mon sang. Mon cœur. Il était à Santorin. Bronzé. Sourire éclatant. À côté de lui, Léa, sa femme. Cheveux blonds au vent, robe blanche légère. Il tenait des coupes de vin blanc, la mer turquoise en arrière-plan. Et la légende, mon Dieu, la légende. La vie commence quand on laisse certaines personnes derrière soi. J'ai figé, j'ai relu, et encore. Mon verre de vin a tremblé légèrement dans ma main. Je l'ai posé sur la table. J'ai fermé les yeux, respiration profonde. Mais ça n'a pas suffi. Les larmes sont montées malgré moi. Pas des larmes de tristesse, des larmes de rage, de déception, de trahison absolue, 18 mois plus tôt, avril 2023. Nicolas était entré dans mon bureau à La Défense, nerveux, transpirant. Il s'était assis face à moi sans dire un mot pendant quelques secondes. « Maman, il faut que je te parle. » Je savais déjà. J'avais entendu des rumeurs. Sa start-up, une plateforme de e-commerce durable, avait fait faillite. Pire encore, il avait contracté d'énormes emprunts, des investisseurs furieux, des poursuites judiciaires, des menaces. « Combien ?» avais-je demandé directement. Il avait baissé la tête. 3 millions d'euros.
Silence. Je vais tout perdre, maman. La maison, la voiture. Léa va me quitter. Je ne sais plus quoi faire. J'avais regardé mon fils, mon unique enfant. Celui que j'avais élevé après que Jean-Marc, mon mari, soit mort d'une crise cardiaque 1 an plus tôt, en 2022. Je vais payer. Il avait relevé la tête, surpris. Maman, c'est beaucoup trop d'argent. Je ne peux pas. Je vais payer. Mais tu me promets une chose. N'importe quoi. Tu passes plus de temps avec moi. Des déjeuners, des dîners. Tu viens me voir. Je suis seule, Nicolas. Il m'avait serré dans ses bras. Il avait pleuré. Je te le promets, maman. Je te le jure. J'ai ouvert les yeux. 18 mois. D'avril 2023 à octobre 2024. J'avais payé 4 millions d'euros. Il restait 600 000 euros, étalés sur 12 mois. Nicolas n'était pas venu déjeuner avec moi une seule fois. J'avais passé mon 64e anniversaire seul en octobre 2024. J'avais acheté un petit gâteau. J'avais allumé une bougie. Je m'étais chanté « Joyeux anniversaire » à moi-même. J'avais passé Noël 2024 seul. J'avais commandé des sushis. J'avais regardé de vieux films français. J'avais passé le Nouvel An 2025 seul. J'avais entendu les feux d'artifice par la fenêtre. J'avais trinqué avec une coupe de champagne, seul. J'avais appelé Nicolas des dizaines de fois. Je suis occupée, maman. On parlera plus tard. J'avais essayé. Dieu sait que j'avais essayé. Mais il ne m'appelait que lorsqu'il avait besoin d'argent, quand une échéance approchait, quand il avait besoin d'aide avec des papiers. Jamais pour me demander comment j'allais. Jamais pour me dire que je lui manquais. Jamais. Je me suis levée. Je suis allée dans mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai accédé à ma banque en ligne, compte joint avec Nicolas. Il l'avait demandé, juste pour faciliter les choses, maman, au cas où j'aurais besoin de quelque chose d'urgent. Solde. 420 000 euros. Carte bancaire liée, 3. Je n'avais jamais touché à cet argent. C'était le sien. J'avais toujours respecté ça. Mais maintenant, j'ai regardé à nouveau la photo sur Facebook. La vie commence quand on laisse certaines personnes derrière soi. J'ai fermé les yeux. J'ai senti ma gorge se nouer. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai composé un numéro. L'écran de mon téléphone affichait le numéro de Monsieur Leclerc, mon conseiller au Crédit Lyonnais. Il était 19h30. Je savais qu'il serait encore à son bureau. Les banquiers privés travaillent tard pour des clients comme moi. 2 sonneries. « Bonsoir, Madame Mercier. Comment puis-je vous aider ?» Sa voix était polie, professionnelle, comme toujours. « Bonsoir, Monsieur Leclerc. Je veux annuler tous les accès de Nicolas Mercier au compte joint, bloquer les cartes bancaires liées, transférer l'intégralité du solde sur mon compte personnel. Immédiatement. » Un silence. Court. Mais je l'ai senti. « Madame, vous êtes certaine ? Cela pourrait... » J'ai dit « immédiatement. » Très bien. Je m'en occupe tout de suite. J'ai entendu le cliquetis de son clavier à travers le téléphone. Mon cœur battait fort. Pas de peur, pas de regret, de détermination. 3 minutes de silence. « C'est fait, madame. Tout est bloqué. Le solde a été transféré sur votre compte personnel. » Merci. J'ai raccroché. Je me suis assise. J'ai respiré profondément. Et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Nicolas. J'ai regardé l'écran. Mon doigt a hésité une seconde au-dessus du bouton vert. Puis j'ai décroché. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Ma carte a été refusée au restaurant. Devant Léa. Devant ses amis. « Tu m'as humiliée. » Sa voix était un mélange de colère et de panique. Je l'entendais respirer fort. J'ai répondu, calmement, presque froidement. « Parce que tu le mérites. »« Quoi ? Tu es devenue folle ? Cet argent était à moi. » C'était notre argent, compte joint. Et j'ai décidé que ce n'était plus le cas. « Tu ne peux pas faire ça. » Je viens de le faire. Un silence. J'entendais sa respiration lourde à l'autre bout du fil. J'ai continué. 18 mois, Nicolas. D'avril 2023 à octobre 2024. 18 mois à payer tes dettes. 2 400 000 euros. Tu m'avais promis que tu passerais plus de temps avec moi. Tu ne l'as pas fait? Pas un déjeuner, pas un café.
J'ai passé mon anniversaire seul en octobre dernier, Noël seul en décembre, le Nouvel An seul en janvier. Et aujourd'hui, tu n'es même pas venu me chercher à l'aéroport. Maman, j'étais occupée, occupée à poster des photos à Santorin, occupée à écrire que la vie commence quand on laisse certaines personnes derrière soi. C'était moi, n'est-ce pas? Silence. Maman, ce n'était pas à propos de toi, je te jure. Si, c'était à propos de moi. Et tu sais ce qui fait le plus mal, Nicolas? C'est que tu ne m'appelles que quand tu as besoin d'argent, jamais pour savoir comment je vais, jamais pour me dire que je te manque, seulement pour l'argent. Ce n'est pas vrai? Ah non? Alors dis-moi, quand est-ce que tu m'as demandé, pour la dernière fois, comment j'allais? Quand? Silence. Je ne sais pas, Exactement. Tu ne sais pas. Parce que tu ne l'as jamais fait. Ma voix a tremblé, mais je suis restée ferme. Ton père est mort, il y a 3 ans, Nicolas, en 2022. 3 ans. Et je suis restée seule. J'ai essayé de me rapprocher de toi. J'ai supplié. Mais tu m'as ignorée. Et maintenant j'ai compris. Tu ne veux pas d'une mère. Tu veux une banque. Non, ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Silence. J'ai raccroché. Je suis restée assise dans le silence de mon salon. Les lumières de Paris scintillaient par la fenêtre. La ville était vivante. Moi, j'étais morte à l'intérieur depuis si longtemps. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Ce soir, j'avais repris le contrôle. J'ai dormi cette nuit-là. Pas beaucoup, mais j'ai dormi. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas passé la nuit à me retourner dans mon lit en pensant à Nicolas, en me demandant pourquoi il ne m'aimait pas assez. Je me suis réveillée samedi matin avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai préparé un café. Un vrai. Avec ma machine italienne que je n'utilisais presque jamais parce que ça ne valait pas la peine pour une seule personne. Aujourd'hui, ça en valait la peine. Mon téléphone a sonné plusieurs fois. Nicolas. Encore et encore. Je n'ai pas décroché. Il a envoyé des messages. Maman, s'il te plaît, décroche. On doit parler. Tu ne peux pas faire ça. Léa est furieuse. Elle dit que tu es folle. J'ai lu les messages. Je n'ai pas répondu. Dimanche matin, la sonnette a retenti. J'ai regardé par l'interphone. Nicolas. Il était devant la porte. Débraillé. Cerne sous les yeux. Nerveux. J'ai hésité. Puis, j'ai appuyé sur le bouton. Il est monté. J'ai ouvert la porte. Il est entré rapidement, comme s'il avait peur que je change d'avis. Maman, il faut qu'on parle. On n'a rien à se dire. S'il te plaît. J'ai soupiré. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. J'ai servi du café. Nicolas était agité. Il ne tenait pas en place. Maman, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai laissé de côté. Mais tu ne peux pas me faire ça. J'ai besoin de cet argent. Léa est furieuse. Les amis parlent. Tu as besoin de l'argent. Oui, Et moi, de quoi j'ai besoin? Nicolas s'est arrêté. J'ai continué. J'ai besoin d'un fils, Nicolas. Pas d'un débiteur. Pas de quelqu'un qui n'apparaît que quand il a besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime, qui veut être avec moi. Mais toi, tu n'as jamais voulu. Ce n'est pas vrai. Ah non? Alors pourquoi tu n'es pas venu me chercher à l'aéroport vendredi? Pourquoi tu as passé Noël dernier en voyage sans m'inviter? Pourquoi tu ne réponds jamais à mes appels? Nicolas a baissé la tête. J'étais occupée avec ma vie, maman. Ta vie? Et je n'en fais pas partie, n'est-ce pas? Un silence lourd s'est installé. Je me suis levée. Je suis allée dans mon bureau. Je suis revenue avec un dossier. Je vais te faire une proposition, une dernière chance. Nicolas m'a regardé, plein d'espoir. Tu vends tout ce que tu as. L'appartement que je t'ai offert, la voiture, tout. Tu repars de zéro. Et je t'aide à monter une nouvelle entreprise. Petite, réaliste. Tu travailles. Vraiment. Je te soutiens. Mais tu restes près de moi. Déjeuner chaque semaine, dîner, conversation. Tu redeviens mon fils. Nicolas a froncé les sourcils. Vendre tout? Maman, c'est de la folie. L'appartement vaut 800 000 €.
La voiture? Tu préfères l'appartement ou ta mère? Silence. Nicolas a ri nerveusement. Maman, tu es dramatique. Je n'ai pas besoin de tout vendre. J'ai juste besoin d'un peu de temps, d'un capital de départ et... Non, tu as besoin d'apprendre. Apprendre à valoriser ce que tu as. Apprendre que l'argent ne tombe pas du ciel. Apprendre que je ne serai pas là éternellement. Maman, je ne peux pas faire ça. Léa n'accepterait jamais. Mes amis diraient « Tes amis, Léa, et moi, où est-ce que je me situe dans cette liste ?» Nicolas est resté silencieux. J'ai vu dans ses yeux. J'ai vu l'égoïsme. J'ai vu le refus. J'ai vu qu'il n'allait rien abandonner. J'ai souri, tristement. J'ai compris. Maman, ce n'est pas ça, je... Pars, Nicolas. Maman, pars. Il a hésité. Il m'a regardé. Il a vu qu'il n'y avait pas de négociation possible. Il s'est levé. Il est allé vers la porte. Avant de sortir, il a dit « Tu vas le regretter ». J'ai répondu d'une voix ferme « Non, Nicolas, c'est toi qui vas le regretter ». Il est parti. La porte s'est refermée. Je suis resté immobile, seul. Mais cette fois, j'étais en paix. Les jours suivants ont été étranges. J'avais l'impression de flotter dans une sorte de vide émotionnel. Pas triste, pas heureuse, juste vide. Nicolas n'a plus appelé, plus de messages, plus rien. Le silence était assourdissant, mais j'avais pris ma décision, et je ne reculerai pas. Lundi matin, je suis retourné au bureau. Mercier & Associés, mon entreprise, mon bébé. Celle que j'avais construite à partir de rien il y a 30 ans, quand j'avais 34 ans, et que personne ne croyait qu'une femme pouvait réussir dans la finance. Mon assistante, Eliane, m'a accueilli avec son sourire habituel. « Bonjour, Madame Mercier. Vous avez bonne mine aujourd'hui. » J'ai souri. « Merci, Eliane. » Elle avait raison. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais légère. J'ai passé la matinée à travailler. Réunions, appels, dossiers. J'adorais mon travail. C'était la seule chose dans ma vie qui avait toujours eu du sens. À midi, Eliane est entrée dans mon bureau. « Madame, il y a quelqu'un qui veut vous voir. »« Qui ?»« Madame Léa Mercier. » Mon cœur s'est arrêté. Léa, la femme de Nicolas. Faites-la entrer. Léa est entrée. Belle comme toujours, cheveux blonds parfaitement coiffés, tailleur élégant, mais son visage était dur, froid. « Bonjour Solange. » Elle ne m'appelait jamais maman, toujours Solange. Ça m'avait toujours dérangée, mais je n'avais jamais rien dit. « Bonjour Léa, assieds-toi. » Elle s'est assise, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Tu sais pourquoi je suis là ?» Je m'en doute. Nicolas est détruit. Tu l'as humilié. Tu lui as coupé l'accès à son propre argent. Son argent. Léa a froncé les sourcils. Oui, son argent. J'ai souri, calmement. Léa, c'était un compte joint. Légalement, cet argent était autant à moi qu'à lui. Et j'ai décidé de le reprendre. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Parce que j'en ai assez. Assez de quoi? D'être traité comme un distributeur automatique, d'être ignoré, d'être laissé seul, d'être considéré comme une option plutôt qu'une priorité. Léa a ri, un rire froid. Tu es dramatique, Solange. Nicolas t'aime. Il est juste occupé. Occupé à voyager à Santorin pendant que je passe Noël seul, occupé à poster sur Facebook que la vie commence quand on laisse certaines personnes derrière soi. Le visage de Léa s'est durci. Ce poste n'était pas à propos de toi. Alors de qui? Silence. J'ai continué. Léa, je ne suis pas stupide. Je sais que Nicolas ne m'aime pas vraiment. Il aime mon argent. Et toi aussi. Comment oses-tu? J'ose parce que c'est la vérité. Depuis que tu es avec lui, tu n'as jamais essayé de me connaître. Tu n'as jamais voulu passer du temps avec moi. Tu m'as toujours vu comme un obstacle, comme quelqu'un d'encombrant. Léa s'est levée. Son visage était rouge de colère. Tu sais quoi, Solange? Tu as raison. Je ne t'aime pas. Parce que tu es toxique, parce que tu utilises ton argent pour contrôler Nicolas,
Parce que je quoi? Parce que j'ai payé ses dettes? Parce que je l'ai sauvé de la ruine? Parce que j'ai tout sacrifié pour lui? Ma voix s'était élevée. J'étais debout maintenant, face à elle. J'ai donné 2 400 000 €, Léa. Et tout ce que je demandais, c'était un peu de temps, un peu d'amour, un peu de présence. Mais lui, il m'a ignoré. Et toi, tu l'as encouragé. Léa m'a regardé, les yeux pleins de mépris. Tu es pathétique. Elle est partie. Elle a claqué la porte. Je suis restée debout, tremblante, mais pas de peur, de rage. Petite pause. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Merci. Le soir même, j'ai reçu un appel de mon avocat, Maître Durand. Madame Mercier, j'ai reçu une lettre de l'avocat de votre fils. Il menace de vous poursuivre en justice pour détournement de fonds. J'ai ri. Un rire amer. Qui l'essaie, le compte était joint, j'étais cotitulaire. Tout ce que j'ai fait est parfaitement légal. C'est exactement ce que je lui ai répondu. Mais, êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? C'est votre fils. Justement, maître. C'est mon fils. Et il doit apprendre. Les semaines suivantes ont été difficiles. Pas à cause de Nicolas. À cause de moi. J'ai réalisé à quel point ma vie tournait autour de lui. À quel point j'avais tout sacrifié pour lui. Mon temps, mon énergie, mon bonheur. Et maintenant qu'il n'était plus là, qui étais-je? Un soir, je me suis regardée dans le miroir de ma salle de bain. J'ai vu une femme de 64 ans, des rides autour des yeux, des cheveux gris, un visage fatigué. Mais j'ai aussi vu quelque chose d'autre. J'ai vu une femme forte. Une femme qui avait construit une entreprise de 15 millions d'euros. Une femme qui avait survécu à la mort de son mari 3 ans plus tôt. Une femme qui avait tout donné pour son fils. Et j'ai réalisé quelque chose. Je méritais mieux. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon agence de voyage préférée. Bonjour, je voudrais réserver une croisière en Méditerranée. Départ, début décembre. Cabine simple. La conseillère a ri doucement. Une cabine simple? Vous ne voulez pas inviter quelqu'un? J'ai souri. Non, je pars seule. Et c'est exactement ce que je veux. Début décembre 2025, j'étais sur un bateau. Direction: Grèce, Italie, Espagne. Je me tenais sur le pont, le vent dans les cheveux. La mer était d'un bleu éclatant. Le soleil brillait. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je respirais vraiment. Le premier soir, il y avait un dîner de bienvenue. J'étais assise à une table avec d'autres passagers. Des couples, principalement. Et un homme seul. Il s'appelait Alain. 66 ans. Professeur d'histoire à la retraite. Veuf depuis 5 ans. Nous avons parlé. De tout. De rien. De la vie. De la perte. De la solitude. Et j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Je n'étais pas seule. Les jours suivants, Alain et moi avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous visitions les villes, nous déjeunions sur le pont, nous regardions le coucher de soleil. Ce n'était pas de la passion, ce n'était pas de l'amour fou, c'était quelque chose de mieux. C'était de la compagnie, de la complicité, du respect. Un soir, alors que nous étions assis sur le pont, Alain m'a demandé « Pourquoi vous êtes partie seule, Solange ?» J'ai hésité. Puis j'ai décidé d'être honnête. Parce que j'ai passé toute ma vie à attendre que mon fils m'aime. Et j'ai fini par comprendre qu'il ne m'aimera jamais comme je le voulais. Alors j'ai décidé de vivre pour moi. Alain a hoché la tête. Vous avez eu raison. La vie est trop courte pour attendre l'amour de quelqu'un qui ne peut pas le donner. J'ai souri. Exactement. Nous sommes arrivés à Santorin. Ironiquement, la même île où Nicolas avait posté sa photo il y a quelques semaines. Je suis descendue du bateau. J'ai marché dans les rues blanches et bleues. J'ai bu du vin blanc dans un café avec vue sur la mer. Et j'ai pris une photo. Moi, souriante, heureuse. J'ai posté sur Facebook, avec la légende « La vie commence vraiment quand on décide de vivre pour soi ». Je suis restée à Santorin 2 jours, 2 jours de pure liberté. J'ai visité Oia, ce village perché sur les falaises avec ses maisons blanches et ses dômes bleus. J'ai mangé dans des petites tavernes où les serveurs souriaient vraiment. J'ai acheté des bijoux artisanaux que je n'aurais jamais achetés avant parce que ça ne valait pas la peine pour une femme seule.
Maintenant, ça valait la peine. Alain m'accompagnait. Nous marchions côte à côte, sans nous tenir la main, sans pression. Juste deux personnes qui appréciaient la compagnie l'une de l'autre. Le deuxième soir, nous étions assis dans un restaurant avec vue sur le coucher de soleil. Le ciel était orange et rose. Magique. « Vous semblez différente, Solange », a dit Alain en sirotant son vin. « Différente comment ? » ?»« Plus légère, comme si un poids énorme avait été retiré de vos épaules. » J'ai souri. C'est exactement ça. Pendant des années, j'ai porté le poids de l'amour non partagé, le poids de l'attente, le poids de l'espoir que mon fils changerait. Et maintenant, j'ai arrêté d'attendre. Et comment vous sentez-vous ? J'ai réfléchi un moment. Libre. Le lendemain, nous avons repris le bateau direction l'Italie. Rome, Florence, Venise. Chaque ville était une révélation. Je redécouvrais le monde. Je redécouvrais la joie de vivre sans attendre la permission de quelqu'un d'autre pour être heureuse. À Rome, j'ai jeté une pièce dans la fontaine de Trévi. On dit que si vous jetez une pièce, vous reviendrez à Rome. Mais moi, j'ai fait un vœu différent. J'ai souhaité ne plus jamais avoir besoin de quelqu'un d'autre pour me sentir complète. À Florence, nous avons visité la galerie des Offices. Alain, avec sa passion pour l'histoire, m'a raconté l'histoire de chaque tableau. J'écoutais, fasciné, pas seulement par l'art, mais par la façon dont il parlait, avec passion, avec vie. « Vous auriez fait un excellent guide touristique », lui ai-je dit en riant. J'y ai pensé après ma retraite, mais je n'ai jamais eu le courage. Pourquoi ? Il a hésité, parce que ma femme est morte juste après ma retraite, et pendant 5 ans, je n'ai plus eu envie de rien. J'ai posé ma main sur la sienne. Je comprends, et je comprenais vraiment la perte, la solitude, le vide. À Venise, nous avons fait une promenade en gondole, cliché, je sais, mais magnifique. Le gondolier chantait en italien, l'eau reflétait les bâtiments anciens. Alain et moi étions assis côte à côte en silence. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose. Pas de l'amour, pas encore, mais une connexion, une possibilité. Le dernier soir de la croisière, il y avait un dîner de gala. J'ai mis une robe élégante que j'avais achetée des années auparavant, mais que je n'avais jamais portée parce que ça ne valait pas la peine. Ce soir, ça valait la peine. Alain portait un costume. Il était beau, distingué. Nous avons dansé. Lentement, maladroitement. Je ne suis pas très bon danseur, s'est-il excusé. Moi non plus. Nous avons ri. Et dans ce rire, j'ai senti quelque chose se réparer en moi. À la fin de la soirée, Alain m'a raccompagné à ma cabine. « Merci pour ces 2 semaines, Solange. Vous m'avez rappelé qu'il est possible de vivre après la perte. » Vous aussi, Alain. Il a hésité, puis il a pris ma main. « Est-ce que je peux vous revoir, après la croisière ?» J'ai souri. J'aimerais beaucoup. De retour à Paris mi-décembre, j'ai repris ma vie. Mais elle était différente maintenant. J'ai commencé à sortir plus. Théâtre, concerts, expositions. J'ai pris des cours d'aquarelle. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le temps. J'ai adopté un chat. Un petit chat roux que j'ai appelé Simone, en hommage à Simone de Beauvoir. Mon appartement était toujours grand, mais il n'était plus vide. Alain et moi nous sommes revus. Régulièrement. Déjeuner, dîner, promenade dans Paris. Ce n'était pas une relation passionnée. Nous étions trop vieux pour ça. Mais c'était une relation saine, respectueuse, équilibrée. Il ne me demandait pas d'être quelqu'un d'autre. Il m'acceptait tel que j'étais. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais vue, vraiment vue. Pendant ce temps, Nicolas a essayé de me contacter. Plusieurs fois. Appels, messages, lettres manuscrites. Je n'ai pas répondu. Un jour, quelques jours avant Noël, Eliane est entrée dans mon bureau. « Madame, votre fils est en bas. Il demande à vous voir. » Mon cœur s'est serré. « Dites-lui que je suis occupée. » Il dit que c'est urgent. Et il n'est pas seul. J'ai froncé les sourcils. « Pas seul ? Il y a une jeune femme avec lui. Pas Madame Léa. » J'ai hésité. « Dites-lui de revenir demain, à 10h, s'ils viennent tous les deux. » Le lendemain matin, à 10h précises, Nicolas est entré dans mon bureau.
Il avait changé, il avait maigri, des cernes, l'air fatigué, mais aussi quelque chose de différent dans son regard. Avec lui, une jeune femme, cheveux bruns attachés, jeans et pull simple, pas de maquillage, jolie dans sa simplicité. « Bonjour maman. »« Bonjour Nicolas. » Il s'est assis. La jeune femme s'est assise à côté de lui. « Maman, voici Sophie. Ma compagne. » J'ai regardé Sophie. Elle avait l'air nerveuse. « Bonjour, Madame Mercier. Nicolas m'a beaucoup parlé de vous. »« Vraiment ?» Nicolas a rougi. « Oui, il m'a tout raconté, ce qu'il vous a fait, comment il vous a traité, et ce que vous avez fait il y a quelques semaines. » J'ai attendu, sans dire un mot. Nicolas a pris une grande respiration. « Maman, je suis venu te demander pardon. Pas pour récupérer l'argent, pas pour te demander quoi que ce soit, juste pour te dire que j'ai compris. » Compris quoi? Que j'ai été le pire fils du monde, que je t'ai utilisé, que je t'ai ignoré, que je t'ai traité comme un distributeur automatique alors que tu es ma mère. La seule personne qui ait toujours été là pour moi. Il a baissé la tête. Léa m'a quitté, le lendemain de ce que tu as fait. Elle est partie. Elle a dit que si je n'avais plus d'argent, elle n'avait plus de raison de rester. J'ai hoché la tête. Sans surprise. J'ai perdu l'appartement. Je n'arrivais plus à payer les traites. Je vis maintenant dans un studio à Montreuil. Je travaille dans une petite agence de marketing. Rien de glorieux, mais honnête. Sophie a pris sa main. C'est là qu'on s'est rencontrés, a-t-elle dit doucement. Je suis infirmière. Nicolas a eu un petit accident de scooter il y a 1 mois. Rien de grave. Mais il est venu aux urgences où je travaille. Elle a souri. On a commencé à parler. Et voilà. J'ai regardé leur interaction. Il y avait quelque chose de vrai, de sincère. « Qu'est-ce que tu veux, Nicolas ?»« Je ne veux rien, maman. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Que ce que tu as fait, c'était la meilleure chose que tu pouvais faire pour moi. » Il a levé les yeux vers moi. « Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai dû me débrouiller seule, sans ton argent, sans aide. Et j'ai découvert quelque chose. » « Quoi ? » ?»« Que je suis capable. Que je n'ai pas besoin de vivre dans un grand appartement ou de conduire une voiture de luxe pour être heureux. Que ce qui compte vraiment, c'est ça. » Il a serré la main de Sophie. « C'est d'avoir quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je possède. » Des larmes montaient dans mes yeux. Mais je les ai retenues. « Nicolas, je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un comme Sophie. Vraiment. Mais tu comprends que je ne peux pas simplement oublier tout ce qui s'est passé ? » « Je comprends, maman. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande juste de me laisser une chance, de me laisser te prouver que j'ai changé. J'ai réfléchi longuement. J'ai regardé mon fils. Cet homme qui, il y a quelques semaines, était arrogant, égoïste, perdu. Et maintenant, je voyais de l'humilité, de la sincérité, de l'espoir. « D'accord, » ai-je dit finalement, mais à mes conditions. « Lesquelles ? » « On se voit, régulièrement, 1 fois toutes les 2 semaines, déjeuner ou dîner, mais tu ne me demandes rien, pas d'argent, pas d'aide financière, juste du temps ensemble. Si tu peux faire ça pendant 6 mois, on verra après. » Nicolas a souri, un vrai sourire. « Merci, maman, merci de me donner cette chance. » Sophie a ajouté « Merci, Madame Mercier. Je vous promets que je vais l'aider à tenir sa promesse. » Ils sont partis. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose que je croyais avoir perdu. De l'espoir. Les semaines suivantes, jusqu'à Noël, ont été surprenantes. Nicolas a tenu parole. Nous nous sommes vus 2 fois. 1 fois pour un déjeuner près de mon bureau, une autre fois pour un café le dimanche après-midi. Il me parlait de sa nouvelle vie, de son travail dans cette petite agence de marketing à Belleville, de son studio à Montreuil, petit mais lumineux, de Sophie et de comment elle l'aidait à voir les choses différemment. « Tu sais, maman, » m'a-t-il dit lors de notre 2e rencontre, « je gagne maintenant 2 800 € par mois.
Avant, je dépensais ça en une semaine sans même y penser. Et maintenant? Maintenant, je fais attention à chaque euro. Sophie et moi, on cuisine à la maison. On se promène dans les parcs. On va au cinéma les mardis soirs parce que c'est moins cher. Et tu sais quoi? Je suis plus heureux qu'avant. J'ai souri. Mais une partie de moi restait méfiante. Les changements peuvent être temporaires. Les gens retombent souvent dans leurs vieilles habitudes. Le temps le dirait. Pendant ce temps, ma propre vie s'épanouissait. Alain et moi nous voyions plusieurs fois par semaine. Nous avions développé une routine douce et confortable. Le mercredi, nous allions au théâtre ou au cinéma. Le samedi, nous déjeunions ensemble dans de petits restaurants que nous découvrions. Le dimanche, nous nous promenions au jardin du Luxembourg ou au bois de Boulogne. Un soir de décembre, alors que nous dînions chez lui dans son appartement de Montparnasse, Alain m'a dit « Solange, j'ai réfléchi à quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Après Noël, que dirais-tu de partir une semaine en Provence ? J'ai trouvé une petite maison à louer près de Gordes, juste nous deux. » Au calme. J'ai souri. « J'aimerais beaucoup, Alain. » Il a pris ma main. « Tu sais, je ne m'attendais pas à te rencontrer sur ce bateau. Je ne cherchais pas l'amour. Je cherchais juste à échapper à ma solitude pendant 2 semaines. Moi non plus, je ne cherchais rien. Mais je t'ai trouvé, et tu as illuminé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. » Il a hésité. « Je ne suis pas en train de te demander de m'épouser, ni même de vivre ensemble, mais je veux que tu saches que tu comptes énormément pour moi. » J'ai senti les larmes monter. « Toi aussi, Alain, toi aussi. » Quelques jours avant Noël, Nicolas m'a appelé. « Maman, est-ce que tu as des projets pour Noël ?» J'ai hésité. Je pensais peut-être aller chez Alain. Il m'a invité. Alain ? Un ami. Quelqu'un que j'ai rencontré récemment. Un ami ou plus qu'un ami ? J'ai ri. Plus qu'un ami, je suppose. Il y a eu un silence. Puis Nicolas a dit « Je suis content pour toi, maman, vraiment. Tu mérites d'être heureuse. » Merci, Nicolas. Mais est-ce que tu accepterais de venir déjeuner chez nous le jour de Noël ? Sophie et moi, on aimerait beaucoup. Et si Alain veut venir aussi, il est le bienvenu. J'ai été surprise, touchée. Tu es sûre ? Absolument. S'il te plaît, maman. J'aimerais vraiment qu'on passe Noël ensemble. Ça fait tellement longtemps. J'ai pensé au Noël dernier, seule dans mon appartement, les sushis, les films, la solitude. D'accord, Nicolas, nous viendrons. Le jour de Noël, Alain et moi sommes arrivés à Montreuil en fin de matinée. Le studio de Nicolas était au 3e étage d'un immeuble ancien. Pas d'ascenseur, des escaliers étroits. Quand il a ouvert la porte, j'ai été frappée par la simplicité du lieu. 40 mètres carrés, une pièce principale avec un coin cuisine, une petite chambre, une salle de bain minuscule. Mais c'était propre, chaleureux, des plantes vertes partout, des photos au mur, une petite bibliothèque remplie de livres d'occasion. Bienvenue, maman. Bienvenue, Alain. Sophie est sortie de la cuisine, un tablier autour de la taille, le visage rouge de la chaleur. Bonjour, j'espère que vous avez faim. J'ai cuisiné un poulet rôti avec des légumes du marché. Nous nous sommes installés autour de la petite table. C'était serré. Nos genoux se touchaient presque. Mais c'était parfait. Pendant le repas, Nicolas et Sophie nous ont raconté leur projet. Ils voulaient économiser pour ouvrir un jour un petit café-librairie. Rien de grandiose. Juste un endroit chaleureux où les gens pourraient venir lire et boire un café. « Ça prendra du temps », a dit Nicolas. « Peut-être 3 ou 4 ans avant qu'on ait assez d'économie. Mais on y arrivera, sans emprunter, sans demander d'aide à personne. » J'ai hoché la tête, fière, vraiment fière. Après le déjeuner, Sophie a annoncé « J'ai quelque chose à vous dire. Enfin, nous avons quelque chose à vous dire. » Elle a regardé Nicolas. Il a pris sa main. « Maman, Alain. » Sophie est enceinte. Le temps s'est arrêté. J'ai regardé Sophie. Puis Nicolas. Puis Sophie à nouveau. « Tu es enceinte ?»« Oui, » a dit Sophie en souriant. « 2 mois. On vient de le découvrir la semaine dernière. Les larmes ont jailli de mes yeux. Je ne pouvais pas les retenir. Je vais être grand-mère ? Oui, maman, tu vas être grand-mère.
Je me suis levée. J'ai serré Sophie dans mes bras. Puis Nicolas. Je pleurais. Je riais. J'étais submergée d'émotions. Je suis tellement heureuse. Tellement, tellement heureuse. Alain s'est levé aussi. Il a serré la main de Nicolas. Félicitations à vous deux. Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler du bébé. Des prénoms possibles, de comment ils allaient aménager leur petit studio, de leur peur, de leur excitation. En rentrant chez moi ce soir-là, dans la voiture avec Alain, j'ai réalisé quelque chose. Il y a 1 an, j'étais seule, abandonnée, brisée. Aujourd'hui, j'avais un compagnon merveilleux, un fils qui avait enfin compris, une future belle-fille adorable, et bientôt, un petit enfant. « À quoi tu penses ?» a demandé Alain. « Je pense que la vie est étrange. Parfois, il faut tout perdre pour tout retrouver. C'est vrai. Je pense aussi que j'ai eu raison, de dire non, de laisser Nicolas tomber, parce que maintenant, il se relève, vraiment. » Alain a pris ma main. « Tu as eu un courage extraordinaire, Solange. Beaucoup de mères n'auraient pas pu faire ce que tu as fait. Ça a été la chose la plus difficile de ma vie. Mais la bonne chose. Oui, la bonne chose. » Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai pensé à Jean-Marc, mon mari, mort il y a 3 ans. Je me demandais ce qu'il penserait de tout ça, de Nicolas, d'Alain, de moi. Et j'ai eu le sentiment qu'il serait fier. Fier de notre fils qui avait enfin trouvé son chemin. Fier de moi qui avais eu le courage de vivre à nouveau. Et quelque part, je sentais qu'il me donnait sa bénédiction. Les semaines suivantes ont filé à une vitesse incroyable. Janvier 2025 est arrivé avec son lot de résolutions et de nouveaux départs. Pour moi, ce nouveau départ avait commencé en novembre. Mais je sentais que 2025 serait l'année où tout se consoliderait vraiment. Nicolas et moi avons continué nos rendez-vous réguliers, 1 fois toutes les 2 semaines, comme convenu, parfois au restaurant, parfois chez lui, parfois juste une promenade dans Paris. À chaque fois, je le voyais évoluer, devenir plus mature, plus réfléchi, plus reconnaissant. Un dimanche après-midi de janvier, alors que nous marchions le long de la Seine, il m'a dit « Maman, je voulais te parler de quelque chose. » Je t'écoute. J'ai fait des calculs. Avec mon salaire et celui de Sophie, on met de côté environ 800 € par mois. Si on continue comme ça, dans 4 ans, on aura assez pour ouvrir notre café-librairie. C'est merveilleux, Nicolas. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi commencé à rembourser mes dettes personnelles, les 600 000 € qui restent. Je sais que tu continues à payer les mensualités, et je veux que ça s'arrête. J'ai arrêté de marcher. Nicolas. Non, écoute-moi. J'ai parlé avec la banque. Ils acceptent que je reprenne le remboursement à mon nom. Ça va me prendre 15 ans, peut-être plus, mais je veux le faire. C'est ma dette, pas la tienne. Des larmes montèrent dans mes yeux. Tu es sûr ? C'est une grosse charge financière. J'en suis certain. Pour la première fois de ma vie, je veux assumer mes responsabilités. Complètement. J'ai serré mon fils dans mes bras. Je suis tellement fière de toi. En février, Sophie en était à son 4e mois de grossesse. Son ventre commençait à s'arrondir doucement. Elle rayonnait. Alain et moi les avons invités à dîner avenue Foch. C'était la première fois que Nicolas venait chez moi depuis notre confrontation en novembre. Quand il est entré, il a regardé autour de lui. L'appartement luxueux, les œuvres d'art, les meubles coûteux. « Tu sais, maman, avant, je trouvais ça normal. Je pensais que c'était mon dû, que j'avais le droit à tout ça juste parce que j'étais ton fils. Et maintenant ? Maintenant, je réalise le travail que ça représente, les sacrifices que tu as faits pour construire tout ça, et je comprends pourquoi tu as dit non. » Sophie a ajouté « Nicolas m'a raconté l'histoire de votre entreprise. Comment vous l'avez créée à 34 ans, après avoir été refusée par toutes les banques, parce que vous étiez une femme. Comment vous avez travaillé jour et nuit pendant des années. C'est inspirant. » J'ai souri. C'était une autre époque. Mais oui, ça n'a pas été facile. Alain a levé son verre. À Solange, une femme extraordinaire qui a bâti un empire et qui a eu le courage de laisser son fils trouver son propre chemin. Nous avons trinqué. Et dans ce moment, j'ai senti que le cercle se refermait, que nous étions enfin une famille, une vraie famille. En mars, j'ai pris une décision importante. J'ai annoncé à Eliane que je prenais ma semi-retraite.
Je viendrai au bureau seulement 2 jours par semaine. Elle deviendrait directrice générale adjointe avec plein pouvoir. « Madame, vous êtes sûre ?» a-t-elle demandé, émue. « Certaine. Tu es prête. Et moi, j'ai besoin de vivre. Vraiment vivre. Pas seulement travailler. » « Qu'est-ce que vous allez faire ?»« Voyager, peindre, passer du temps avec Alain, voir mon fils, attendre mon petit-fils ou ma petite-fille, profiter de la vie. » Elle m'a serré dans ses bras. « Vous le méritez tellement. J'ai aussi décidé de créer une fondation. Avec une partie de mes bénéfices, j'allais aider de jeunes entrepreneurs à lancer leur entreprise. Pas en leur donnant de l'argent facilement, mais en les accompagnant, en les mentorant, en leur apprenant ce que j'avais appris. J'ai rencontré la première promotion en avril. 10 jeunes femmes de 25 à 35 ans. Toutes avec des projets brillants mais sans les moyens de les réaliser. Je leur ai dit, je ne vais pas vous donner d'argent tout de suite. Je vais vous donner quelque chose de plus précieux, mon expérience. Pendant 6 mois, nous allons nous voir chaque semaine. Vous allez apprendre. Vous allez travailler dur. Et à la fin, si vos projets tiennent la route, je vous aiderai à démarrer. Une des jeunes femmes, Inès, 28 ans, m'a dit « Madame Mercier, pourquoi vous faites ça ? Parce qu'on m'a dit non toute ma vie. Et je veux que vous sachiez qu'on peut réussir malgré les noms. » En mai, Sophie en était à son 7e mois. Elle et Nicolas ont emménagé dans un appartement légèrement plus grand. 55 mètres carrés. 2 pièces, toujours à Montreuil, mais avec une vraie chambre pour le bébé. Je suis allée les aider à aménager. Alain aussi. Nous avons peint les murs de la chambre en jaune pâle. Nous avons monté le petit lit en bois. Nous avons accroché des mobiles colorés. Pendant que nous travaillions, Nicolas m'a dit « Maman, je voulais te demander quelque chose. »« Quoi ? Est-ce que tu accepterais d'être la marraine du bébé ? Enfin, si c'est une fille, la marraine. Si c'est un garçon, le parrain, c'est toi aussi. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Tu veux que je sois marraine ? » Évidemment. Qui d'autre ? Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu m'as sauvé la vie en me laissant tomber. Je veux que mon enfant grandisse en connaissant cette force, ce courage. Les larmes coulaient sur mes joues. Oui, Nicolas. Oui, j'accepte. Sophie est venue nous rejoindre. Elle pleurait aussi. Merci Solange, merci pour tout, pour avoir élevé cet homme merveilleux, pour lui avoir appris la leçon la plus importante de sa vie. Nous nous sommes serrés tous les 3. Une étreinte longue, profonde, vraie. En juin, Alain m'a fait une surprise. Il m'a emmené dans une petite maison en pierre en Provence, à Gordes. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» ai-je demandé. « Regarde, il m'a tendu une clé. »« Qu'est-ce que c'est ?»« La clé de notre maison, je l'ai achetée. Enfin, si tu veux. Je veux dire, je l'ai achetée en espérant que tu voudrais bien la partager avec moi. J'ai regardé la petite maison, des volets bleus, un jardin avec des oliviers, une vue magnifique sur les montagnes. »« Tu as acheté une maison ? » ?»« Oui. Pour nous. Pour nos étés, pour nos week-ends, pour notre vie ensemble. » Il a pris ma main. « Solange, je ne te demande pas de vivre avec moi à Paris, pas si tu n'es pas prête. Mais ici, en Provence, c'est notre refuge, notre endroit à nous. » J'ai pleuré. Encore. « Oui, Alain. Oui, je veux partager cette maison avec toi. Nous sommes entrés. La maison était modeste mais charmante. 2 chambres, une grande cuisine, un salon avec une cheminée et une terrasse avec vue sur les lavandes. « C'est parfait, » ai-je murmuré. « Comme toi. » Nous avons passé 1 semaine là-bas, à aménager, à rêver, à construire notre vie ensemble. Et j'ai réalisé quelque chose. À 64 ans, j'avais enfin trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Pas la richesse, pas le succès, pas même l'amour passionnel, mais la paix, la sérénité, l'équilibre et surtout la liberté d'être moi-même, sans attendre la validation de personne, sans sacrifier mon bonheur pour quelqu'un d'autre. J'étais libre, vraiment libre. Juillet 2025 est arrivé avec sa chaleur étouffante. Paris se vidait progressivement, les Parisiens fuyant vers les côtes ou la campagne. Alain et moi avons décidé de passer tout le mois dans notre maison de Provence.
Nicolas et Sophie devaient nous rejoindre pour une semaine mi-juillet. Sophie en serait alors à son 8e mois de grossesse. Le médecin avait autorisé le voyage, mais c'était la dernière occasion avant l'accouchement prévu fin août. Ils sont arrivés un samedi matin. Nicolas conduisait prudemment sa vieille Renault Clio. Sophie était assise à l'arrière, plus confortable pour son ventre désormais imposant. Quand je les ai vus descendre de la voiture, mon cœur s'est gonflé. Mon fils aidant sa compagne enceinte. Attentionné. Présent. Tellement différent de l'homme qu'il était un an plus tôt. Bienvenue dans notre refuge, ai-je dit en les serrant dans mes bras. Sophie a regardé autour d'elle. Les champs de lavande en fleurs, les cigales qui chantaient, le ciel d'un bleu éclatant. C'est magnifique, Solange, vraiment magnifique. Nous avons passé une semaine merveilleuse, des matinées paresseuses sur la terrasse, des déjeuners qui duraient des heures, des siestes à l'ombre des oliviers, des soirées à regarder les étoiles. Un après-midi, alors que Sophie faisait la sieste et qu'Alain était parti faire des courses au village, Nicolas et moi nous sommes retrouvés seuls dans le jardin. « Maman, je voulais te parler de quelque chose. » « Je t'écoute. » Il a hésité, puis il a dit « Je voulais m'excuser, vraiment m'excuser, pas juste dire les mots, mais que tu comprennes à quel point je regrette. » Nicolas. « Non, laisse-moi finir. Pendant des années, je t'ai traité comme si tu n'avais aucune valeur, comme si ton seul rôle était de me donner de l'argent et de résoudre mes problèmes. Je ne t'ai jamais demandé comment tu allais. Je ne t'ai jamais remercié. Je ne t'ai jamais vu comme une personne à part entière avec ses propres besoins, ses propres désirs, ses propres rêves. » Sa voix tremblait. « Et quand papa est mort en 2022, au lieu d'être là pour toi, je t'ai encore plus ignoré. Parce que j'étais tellement absorbée par ma propre vie, mes propres problèmes. » Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. « Et puis, quand j'ai eu ces dettes, tu as tout payé. 2 400 000 €. Et tout ce que tu demandais en retour, c'était un peu de temps, un peu de présence. Et même ça, je n'ai pas pu te le donner. » Il m'a regardé droit dans les yeux. « Je suis désolée, maman. Vraiment, profondément désolée. Et je veux que tu saches que chaque jour, je travaille pour devenir l'homme que tu mérites comme fils. » J'ai pris ses mains dans les miennes. « Nicolas, je t'ai pardonné. Vraiment. Pas parce que tu as changé, même si c'est vrai. Mais parce que garder de la rancune me faisait plus de mal qu'à toi. Mais tu n'oublies pas. » Non, je n'oublie pas. Les cicatrices sont là. Mais elles ne me font plus mal. Elles me rappellent juste le chemin qu'on a parcouru. Toi et moi. Nicolas a posé sa tête sur mon épaule, comme quand il était petit. Merci, maman. Merci de m'avoir laissé tomber. Merci de m'avoir sauvée en me disant non. Nous sommes restés comme ça un long moment. Mère et fils, réconciliés, réparés. Le soir, nous avons organisé un grand dîner sur la terrasse. Alain avait cuisiné un gigot d'agneau. Sophie avait préparé une salade niçoise. Nicolas avait acheté du vin local au village. Pendant le dîner, nous avons parlé de l'avenir, du bébé qui arriverait bientôt, du café-librairie que Nicolas et Sophie espéraient ouvrir dans quelques années, de mes projets avec la fondation, des voyages qu'Alain et moi voulions faire. À un moment, Sophie a dit « Vous savez, nous avons décidé d'un prénom. Si c'est une fille, elle s'appellera Jeanne, en hommage à Jean-Marc. » J'ai figé. Mon cœur s'est arrêté. « Jeanne ? » ?»« Oui, » a dit Nicolas. « Sophie et moi, on trouve que c'est important de garder le lien avec papa, même s'il n'est plus là. Et si c'est un garçon, il s'appellera Marc, pour la même raison. » Les larmes ont jailli de mes yeux. Je ne pouvais pas les retenir. « Vous feriez ça ? » ?»« Évidemment, maman. Papa était un homme bien, et même si je n'ai pas été là pour toi quand il est mort, je veux que mon enfant porte son nom, pour que sa mémoire continue. » Alain m'a pris la main sous la table. Il savait ce que ça représentait pour moi. « Merci, » ai-je murmuré. « Merci infiniment. » Après le dîner, alors que nous étions tous assis sur la terrasse à regarder les étoiles, Sophie a soudain poussé un petit cri. « Oh ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Nicolas, paniqué. « Le bébé, il bouge, beaucoup. » Elle a pris ma main et l'a posée sur son ventre. Là,
Vous sentez? J'ai senti. Un petit coup, puis un autre, puis un troisième. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. C'est incroyable. Nicolas a posé sa main à côté de la mienne. Alain aussi. Et nous sommes restés là, tous les quatre, à sentir la vie qui bougeait dans le ventre de Sophie. Et dans ce moment, j'ai réalisé quelque chose. Ma vie avait fait un cercle complet. J'avais perdu mon mari, j'avais failli perdre mon fils, mais maintenant, j'avais retrouvé mon fils. J'avais trouvé un nouveau compagnon. Et bientôt, il y aurait une nouvelle vie, une nouvelle génération. Et tout ça parce que j'avais eu le courage de dire non, le courage de laisser tomber, le courage de choisir ma propre dignité plutôt que l'amour conditionnel. Plus tard dans la nuit, quand tout le monde dormait, je suis sortie sur la terrasse. J'ai regardé les étoiles. J'ai pensé à Jean-Marc. « Tu me manques », ai-je murmuré dans la nuit. « Mais je vais bien. Pour la première fois depuis ta mort, je vais vraiment bien. » Le vent chaud de Provence a soufflé doucement. Et j'ai eu le sentiment que quelque part, d'une façon ou d'une autre, Jean-Marc me répondait. Il me disait « Je suis fier de toi. Continue à vivre. Continue à être heureuse. » Et c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. La semaine s'est terminée trop vite. Nicolas et Sophie sont repartis vers Paris. Sophie devait se reposer avant l'accouchement. Nicolas devait retourner au travail. Avant de partir, Nicolas m'a serré fort dans ses bras. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon fils. On se voit dans quelques semaines, pour l'accouchement. J'y serai. Je ne raterai ça pour rien au monde. Ils sont partis, leur petite Clio disparaissant sur la route poussiéreuse. Alain est venu me rejoindre. Il a passé son bras autour de mes épaules. « Tu vas bien ?»« Oui, je vais même très bien. »« Tu es heureuse ?» J'ai réfléchi à la question. Vraiment réfléchi. « Oui, Alain, je suis heureuse. Pour la première fois depuis très très longtemps, je suis vraiment heureuse. » Il m'a embrassée doucement. Moi aussi. Nous sommes rentrés dans la maison. Notre maison. Notre refuge. Et j'ai su que ma vie, enfin, était exactement là où elle devait être. Août 2025. Le mois le plus chaud de l'été. Alain et moi étions toujours en Provence quand j'ai reçu l'appel. 22h30. Mon téléphone a sonné. Nicolas. « Maman, c'est le moment. Sophie a perdu les os. On part à la maternité. » Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. J'arrive, je prends la première voiture et je viens. « Maman, c'est à 6 heures de route. Ne conduis pas la nuit, c'est dangereux. » Nicolas, je ne vais pas rater la naissance de mon petit-fils ou de ma petite-fille. Alain était déjà debout, préparant nos affaires. On part ensemble, je conduis. Tu es trop nerveuse. Nous avons roulé toute la nuit. Alain conduisait prudemment mais rapidement. Moi, j'étais assise sur le siège passager, les mains crispées, regardant défiler les autoroutes désertes. À 6 heures du matin, nous sommes arrivés à la maternité de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. J'ai couru dans les couloirs comme une jeune femme. Alain suivait derrière avec nos sacs. Nicolas était dans la salle d'attente, les cheveux en bataille, les yeux rouges, épuisé mais vibrant d'énergie. « Maman, tu es là. »« Bien sûr que je suis là. Comment va Sophie ?» Elle est en salle de travail depuis 4 heures ce matin. Ça avance bien. L'équipe médicale dit que le bébé devrait arriver dans les prochaines heures. Je peux la voir. Pas maintenant. Mais dès que le bébé sera né, tu seras la première après moi. Nous nous sommes assis. Nicolas, Alain, moi. Dans cette salle d'attente qui sentait le désinfectant et l'anxiété. Les heures ont passé. Lentement. Interminablement. Nicolas faisait les 100 pas. Je lisais le même magazine encore et encore, sans rien comprendre. Alain essayait de rester calme, mais je voyais son pied qui tapotait nerveusement. À 11h47, une sage-femme est sortie. « Monsieur Mercier ?» Nicolas a bondi. « Oui, félicitations. C'est une petite fille. 2 kilos. En parfaite santé. Maman aussi va très bien. » Nicolas a éclaté en sanglots. Il s'est effondré sur une chaise, pleurant comme un enfant. Je me suis approchée. Je l'ai serré dans mes bras. Nous pleurions tous les deux. « Tu es papa, Nicolas.
Tu es papa. Je sais, je n'arrive pas à y croire. 15 minutes plus tard, on nous a fait entrer. D'abord Nicolas, seul. Puis, 10 minutes après, Nicolas est ressorti. Maman, Sophie veut te voir, avec le bébé. J'ai suivi l'infirmière dans une chambre claire et lumineuse. Sophie était dans le lit, épuisée mais rayonnante, et dans ses bras. Mon cœur s'est arrêté. Une petite chose minuscule, des cheveux noirs, les yeux fermés, les petits poings serrés. Solange, voici Jeanne. Je me suis approché. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les arrêter. Elle est parfaite. Est-ce que vous voulez la prendre? Je peux? Bien sûr. Vous êtes sa grand-mère. Sophie m'a tendu le bébé. J'ai pris Jeanne dans mes bras, doucement, comme si elle était en cristal. Elle était chaude, douce. Elle sentait cette odeur unique des nouveau-nés. « Bonjour, Jeanne », ai-je murmuré. « Je suis ta mamie, ta grand-mère, et je t'aime déjà plus que tu ne peux l'imaginer. » Jeanne a ouvert les yeux. 2 petits yeux bleus qui m'ont regardé. Pas vraiment vu, bien sûr. Les nouveau-nés ne voient pas bien. Mais j'ai eu l'impression qu'elle me regardait vraiment. Et dans ce moment, tout le reste a disparu. La douleur du passé, la trahison, l'abandon, les années de solitude. Il ne restait que ça, cette petite vie dans mes bras, cette continuité, cette espérance. Nicolas est entré doucement dans la chambre. Il s'est approché. Il m'a regardé tenir sa fille. « Maman, je voulais te dire quelque chose. »« Oui, je veux être pour Jeanne le père que je n'ai pas été comme fils pour toi. Je veux être présent, attentif, aimant. Je veux qu'elle sache qu'elle peut compter sur moi. » Il a hésité. « Et je veux aussi qu'elle connaisse sa grand-mère, la vraie, pas celle que j'ai ignorée pendant des années, mais celle que tu es vraiment, une femme forte, courageuse, qui a eu l'amour assez grand pour dire non quand il le fallait. » J'ai regardé mon fils, cet homme qui avait tant changé en quelques mois. « Je suis fière de toi, Nicolas. Vraiment fière. » Nous sommes restés là, tous les 4. Nicolas, Sophie, Jeanne et moi, une famille, enfin. Les jours suivants, je suis venue tous les jours à la maternité. Puis, quand Sophie et Jeanne sont sorties, je suis allée chez eux à Montreuil. J'ai aidé. Bercer Jeanne quand elle pleurait, changer des couches, préparer des repas pour Nicolas et Sophie qui étaient épuisés. Mais je n'ai pas envahi leur espace. Je venais quelques heures, j'aidais, puis je repartais, pour qu'ils puissent créer leur propre lien, leur propre famille. Un soir, alors que je berçais Jeanne pendant que Sophie prenait une douche et que Nicolas préparait le dîner, j'ai regardé cette petite fille dans mes bras et j'ai pensé à tout le chemin parcouru. Il y a 1 an, en novembre 2024, j'étais seule dans cet aéroport, abandonnée, brisée. Aujourd'hui, en août 2025, je tenais ma petite fille dans mes bras. J'avais un compagnon merveilleux, un fils qui avait enfin compris, une belle-fille adorable. J'avais une vie, ma vie. Nicolas est venu me rejoindre. Il s'est assis à côté de moi. « À quoi tu penses ? Je pense que parfois, les fins sont en réalité des débuts. » Comment ça ? Quand j'ai bloqué ton compte en novembre dernier, je pensais que c'était la fin de notre relation, que je te perdais pour toujours. Et en réalité, c'était le début de ta vraie vie, le début de notre vraie relation, pas basée sur l'argent ou l'obligation, mais sur l'amour véritable. Nicolas a posé sa tête sur mon épaule. « Tu sais, maman, Sophie et moi, on a beaucoup parlé, et on voudrait que Jeanne grandisse différemment de moi. » Comment ça ? On veut qu'elle apprenne la valeur de l'argent, le respect des autres, la gratitude. On ne veut pas lui donner tout ce qu'elle veut, on veut lui donner ce dont elle a besoin, et surtout, on veut être présent, vraiment présent. J'ai souri. Vous serez de merveilleux parents. On va essayer. Et on veut que tu sois là, pas comme une baby-sitter, mais comme une vraie grand-mère, quelqu'un qui partage sa vie avec Jeanne, qui lui apprend,
qui lui montre qu'on peut être fort et doux en même temps. Les larmes coulaient encore, mais c'étaient des larmes de joie pure. Rien ne pourrait me rendre plus heureuse. Cette nuit-là, de retour avenue Foch avec Alain, je me suis regardée dans le miroir de ma salle de bain. J'ai vu une femme de 64 ans, des rides, des cheveux gris, des marques du temps. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu une femme heureuse, épanouie, complète. Une femme qui avait eu le courage de dire non, de laisser tomber, de choisir sa dignité plutôt que l'amour conditionnel. Et qui avait gagné, non pas contre son fils, mais pour eux deux. Je me suis couchée ce soir-là avec un sentiment de plénitude que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ma vie n'était pas parfaite. Elle ne l'avait jamais été. Elle ne le serait jamais. Mais elle était bonne. Elle était riche de sens. Elle était mienne. Et c'était largement suffisant. Septembre 2025. Les feuilles commençaient à peine à changer de couleur. Paris reprenait son rythme effréné après les vacances d'été. Jeanne avait maintenant 1 mois. Elle commençait à sourire. Pas les sourires réflexes des premiers jours, mais de vrais sourires. Et chaque fois que je venais la voir, elle me regardait avec ses grands yeux bleus et souriait. « Elle te reconnaît », disait Sophie. « Regarde comme elle sourit quand tu arrives. » Ces mots me réchauffaient le cœur d'une façon indescriptible. Nicolas avait pris son congé paternité. 2 semaines pendant lesquelles il ne quittait pratiquement pas Sophie et Jeanne. Il changeait les couches, il donnait les biberons la nuit, il berçait Jeanne pendant des heures quand elle ne voulait pas dormir. « Je ne veux pas être un père absent comme j'ai été un fils absent », m'avait-il dit un jour. Et il tenait parole. En septembre, j'ai aussi repris mes activités avec la Fondation. Les 10 jeunes entrepreneurs que j'accompagnais depuis avril avaient maintenant des projets solides. Inès, celle qui voulait lancer une ligne de cosmétiques naturels, avait trouvé un petit local à Belleville. Une autre, Camille, préparait l'ouverture de son studio de yoga à Montreuil, pas loin de chez Nicolas. Un jour, pendant une de nos sessions, Inès m'a demandé « Madame Mercier, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette fondation ?» J'ai réfléchi avant de répondre. J'ai réalisé que l'argent ne sert à rien s'il ne crée pas du sens. J'ai passé 30 ans à construire une entreprise, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais ce n'est que maintenant, en vous aidant, que je sens que cet argent a vraiment un but. Et pourquoi seulement des femmes ? Parce que quand j'ai commencé en 1995, personne ne croyait qu'une femme pouvait réussir dans la finance. On m'a refusé partout. Et j'ai dû me battre 2 fois plus fort que n'importe quel homme pour être prise au sérieux. Je ne veux pas que vous viviez ça. Les 10 jeunes femmes m'ont applaudi. Et dans leurs yeux, j'ai vu ce que j'avais cherché toute ma vie, du respect, de l'admiration, pas pour mon argent, mais pour mon parcours. Fin septembre, Nicolas m'a appelé. « Maman, est-ce que tu es libre samedi ?»« Oui, pourquoi ? Sophie et moi, on voudrait te montrer quelque chose. »« Quoi ? » ?»« C'est une surprise. Samedi matin, Alain et moi sommes allés à Montreuil. Nicolas nous attendait devant son immeuble, Jeanne dans les bras. « On va faire une petite promenade, » a-t-il dit mystérieusement. Nous avons marché pendant 10 minutes dans les rues de Montreuil. Puis, Nicolas s'est arrêté devant un local commercial vide. « C'est là ?»« Là quoi ?»« Notre futur café-librairie. » J'ai regardé le local. Environ 60 mètres carrés. Grande vitrine, bien située sur une rue passante. « Vous avez trouvé un local ?»« On a juste regardé, » a dit Sophie qui nous avait rejoints. « On n'a pas encore l'argent pour le louer. Mais le propriétaire nous a dit que si on était intéressé d'ici 2 ou 3 ans, il nous le garderait. » Nicolas a regardé à travers la vitrine, les yeux brillants de rêve. On l'imagine déjà, des étagères pleines de livres d'occasion, des tables en bois, une grande machine à café, un coin pour les enfants, des soirées lecture le vendredi. Et un espace pour les mamans avec leurs bébés, a ajouté Sophie. Un endroit chaleureux où elles peuvent venir, se détendre, lire pendant que leurs enfants jouent. Je les écoutais parler avec passion, et j'ai réalisé quelque chose. Ils n'avaient pas besoin de mon argent. Ils avaient besoin de leurs rêves, de travailler pour quelque chose qui leur appartenait vraiment. C'est un beau projet, ai-je dit simplement, et je suis sûre que vous y arriverez. Plus tard dans la journée, de retour chez Nicolas et Sophie, alors que Jeanne dormait et que nous buvions du thé, Sophie m'a dit « Solange,
Je voulais vous remercier. Me remercier? Pourquoi? Pour avoir sauvé Nicolas. Pour avoir eu le courage de lui dire non. Parce que sans ça, je n'aurais jamais rencontré l'homme dont je suis tombée amoureuse. Elle a pris ma main. L'homme que j'ai rencontré aux urgences en novembre dernier était brisé, humilié, perdu. Mais il était aussi prêt à changer, prêt à apprendre. Et c'est vous qui l'aviez préparé à ça. Je ne sais pas si j'ai sauvé qui que ce soit. J'ai juste fait ce que je devais faire pour ma propre survie. Peut-être. Mais en vous sauvant vous-même, vous l'avez sauvé lui aussi. Nicolas nous a rejointes. Il s'est assis par terre à côté de nous. Vous savez ce qui est drôle? Quand j'étais avec Léa, je pensais que j'étais heureux. J'avais un grand appartement, une belle voiture, des amis impressionnants, de l'argent. Il a regardé autour de lui. Le petit appartement modeste, les meubles d'occasion, les jouets de bébé qui traînaient partout. Mais je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant, dans ces 55 mètres carrés, avec Sophie, avec Jeanne, sans argent mais avec tout ce qui compte vraiment. Il m'a regardé. Et c'est grâce à toi, maman, parce que tu as eu le courage de me laisser perdre tout ça, pour que je découvre ce qui avait vraiment de la valeur. En octobre, nous avons célébré mes 65 ans. Pas un anniversaire triste et solitaire comme l'année précédente. Un vrai anniversaire, avec les gens que j'aimais. Alain avait organisé un déjeuner dans un restaurant avec vue sur la Seine. Eliane était là, mes 10 jeunes entrepreneurs aussi. Nicolas, Sophie et Jeanne, bien sûr. Quand le dessert est arrivé, Nicolas s'est levé. Je voudrais dire quelques mots. Tout le monde s'est tu. Il y a 1 an, ma mère passait son 64e anniversaire seule. Elle s'était acheté un petit gâteau. Elle avait chanté « Joyeux anniversaire » toute seule, parce que moi, son fils unique, je l'avais abandonné. Sa voix tremblait. Aujourd'hui, elle fête ses 65 ans entourée de gens qui l'aiment vraiment. Et je suis tellement, tellement reconnaissant d'être l'un d'eux. Il a levé son verre. À maman, à la femme la plus forte, la plus courageuse, la plus aimante que je connaisse. À celle qui m'a appris que l'amour véritable n'est pas de toujours dire oui, mais de savoir dire non quand c'est nécessaire. Je t'aime, maman, et je te promets que tu ne passeras plus jamais un anniversaire seul. Tout le monde a levé son verre. Les larmes coulaient sur mon visage. Mais c'étaient des larmes de joie pure. Après le déjeuner, Alain m'a prise à part. J'ai quelque chose pour toi. Il m'a tendu une petite boîte. Alain, tu n'aurais pas dû... Ouvre-la. J'ai ouvert. À l'intérieur, une clé. Une vraie clé en métal, attachée à un porte-clés en bois d'olivier. C'est quoi? La clé de notre maison en Provence. Ta clé. Parce que cette maison n'est pas juste la mienne. Elle est la nôtre, notre refuge, notre lieu de paix. Il a pris mes mains. Solange, je ne te demande toujours pas de m'épouser. Je ne te demande toujours pas de vivre avec moi à Paris. Mais je veux que tu saches que ma vie, maintenant, est inimaginable sans toi. Je l'ai embrassée. Longuement. Tendrement. La mienne aussi, Alain. La mienne aussi. En novembre, presque exactement 1 an après ce vendredi fatidique à l'aéroport, j'ai pris une décision. J'ai écrit une lettre. Une longue lettre. Pour moi-même. Pour me souvenir. Chère Solange, il y a 1 an, tu étais au fond du gouffre. Ton fils t'avait abandonné. Tu passais tes anniversaires seul, tes Noëls seul. Tu te demandais si quelqu'un t'aimait vraiment. Et puis, tu as eu le courage de dire non. Le courage de bloquer ce compte. Le courage de laisser ton fils tomber. C'était la chose la plus difficile que tu aies jamais faite. Mais c'était aussi la meilleure. Parce qu'en disant non à Nicolas, tu as dit oui à toi-même. Oui à ta dignité. Oui à ton bonheur. Oui à ta vie. Et regarde où tu es aujourd'hui. Tu as un compagnon merveilleux qui t'aime pour qui tu es. Tu as un fils qui a enfin compris. Tu as une belle-fille adorable. Tu as une petite fille qui illumine tes journées. Tu as une fondation qui aide d'autres femmes. Tu as une vie riche de sens. Tu as tout ce que tu méritais depuis toujours. Alors n'oublie jamais cette leçon. Aimer quelqu'un, ce n'est pas tout lui donner. C'est savoir dire non quand il le faut. C'est avoir le courage de laisser tomber pour que l'autre apprenne à voler.
Et surtout, c'est se choisir soi-même, parce qu'on ne peut vraiment aimer les autres que quand on s'aime soi-même d'abord. Tu es forte, tu es courageuse, tu es digne d'amour. Ne l'oublie jamais. Avec tout mon amour, Solange, j'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans une enveloppe. Je l'ai rangée dans mon bureau, pour les jours difficiles, pour me rappeler le chemin parcouru. Ce soir-là, Alain et moi étions assis sur mon canapé. Simone, mon chat roux, dormait entre nous. La ville scintillait par la fenêtre. « À quoi tu penses ?» a demandé Alain. « Je pense que j'ai 65 ans et que ma vie vient juste de commencer. » Tu as raison. Je pense aussi que je suis heureuse. Vraiment, profondément heureuse. Alain m'a embrassée sur le front. Moi aussi, Solange. Moi aussi. Et dans ce moment de paix parfaite, j'ai su que tout ce que j'avais traversé en valait la peine. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de doute, tout ça m'avait mené ici, à cette vie. Ma vie. Et elle était belle. Décembre 2025. 1 an exactement s'était écoulé depuis cette croisière qui avait changé ma vie. 1 an depuis que j'avais rencontré Alain. 1 an depuis que j'avais décidé de vivre pour moi. Paris était décoré pour Noël. Les Champs-Élysées brillaient de 1000 feux. Les vitrines des grands magasins étaient féeriques. L'air sentait les marrons chauds et le vin chaud. Cette année encore, je n'allais pas passer Noël seule. Nicolas et Sophie avaient insisté pour organiser un grand dîner chez eux. Leur premier Noël en tant que famille. Leur premier Noël avec Jeanne, qui avait maintenant 4 mois. « On veut que ce soit une tradition », avait dit Nicolas. « Chaque année, on se retrouve tous. Toi, Alain, nous et Jeanne. Une vraie famille. » Le soir du 24 décembre, Alain et moi sommes arrivés à Montreuil, chargés de cadeaux. Rien d'extravagant. Des livres pour Nicolas et Sophie. Des vêtements pour Jeanne. Un tableau que j'avais peint moi-même de notre maison en Provence. L'appartement était décoré simplement mais avec amour. Un petit sapin dans le coin. Des guirlandes faites main. Des bougies partout. Et au centre de tout, le berceau de Jeanne. Sophie avait cuisiné un dîner délicieux. Chapon rôti, purée de châtaignes, haricots verts, bûches au chocolat. Tout fait maison avec amour. Pendant le dîner, Jeanne dormait dans son berceau à côté de la table. De temps en temps, l'un de nous se levait pour vérifier qu'elle allait bien. Mais elle dormait paisiblement, son petit poing serré contre sa joue. « C'est son premier Noël », a dit Sophie. « Elle ne s'en souviendra pas. Mais nous, on s'en souviendra toujours. » Le premier de beaucoup d'autres, ai-je ajouté. Après le dîner, nous nous sommes installés au salon. Nicolas a versé du champagne pour nous 3. Sophie, qui allaitait encore, a pris du jus de fruits. « Je voudrais porter un toast », a dit Nicolas. Il s'est levé. Il nous a regardés tous. Il y a exactement 1 an, ma vie était un mensonge. J'avais de l'argent, mais pas de bonheur. J'avais une femme qui ne m'aimait pas vraiment. J'avais des amis superficiels. Et j'avais une mère que j'ignorais complètement. Il a regardé vers moi. Et puis, cette mère a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit non. Elle a bloqué mon accès à l'argent. Elle m'a laissé tomber. Et sur le moment, je l'ai détesté pour ça. Il a souri à travers ses larmes. Mais c'était le plus grand cadeau qu'elle pouvait me faire. Parce qu'en me laissant tomber, elle m'a forcé à apprendre à voler, à me débrouiller seule, à découvrir qui j'étais vraiment quand je n'avais plus rien. Il a levé son verre vers moi. Et aujourd'hui, grâce à toi, j'ai tout. J'ai cette femme merveilleuse qui m'aime pour qui je suis. J'ai cette petite fille qui est la lumière de ma vie. J'ai un travail honnête, un projet qui me passionne. Et surtout, j'ai retrouvé ma mère. La vraie. Pas celle que j'utilisais, mais celle que je respecte, admire et aime profondément. Les larmes coulaient sur mes joues, sur celles de Sophie, sur celles d'Alain aussi. Alors ce soir, je bois à toi, maman, à ton courage, à ta force, à ton amour. Merci de m'avoir laissé tomber. Merci de m'avoir sauvé. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon fils. Nous avons trinqué. Et dans ce moment, tout était parfait. Après, nous avons ouvert les cadeaux. Nicolas et Sophie m'ont offert un album photo qu'ils avaient préparé. Des photos de Jeanne depuis sa naissance.
chaque page avec une petite note. Premier sourire, 3 semaines. Première fois chez mamie, 1 mois. Premier bain, 2 semaines. À la dernière page, il y avait une photo de moi tenant Jeanne, et la note disait « La meilleure mamie du monde ». J'ai pleuré, encore. Vers minuit, Jeanne s'est réveillée. Elle pleurait. Sophie s'est levée pour aller la chercher. « Non, laisse », ai-je dit. « Je vais la prendre ». J'ai pris Jeanne dans mes bras. Je l'ai bercée doucement. Elle s'est calmée presque immédiatement. Elle m'a regardée avec ses grands yeux bleus, et elle a souri. « Elle t'adore », a dit Nicolas. « Elle sourit toujours quand tu la prends. » C'est réciproque. Je suis allée près de la fenêtre avec Jeanne. Dehors, il neigeait. De gros flocons blancs qui tombaient doucement sur Montreuil. « Tu vois, Jeanne, ai-je murmuré. C'est ton premier Noël. Tu ne t'en souviendras pas. Mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie. » J'ai embrassé son petit front. « Tu sais, ta mamie a vécu beaucoup de choses. Des bonnes, des mauvaises. Elle a eu des moments de joie et des moments de profonde tristesse. » Jeanne me regardait, comme si elle comprenait. Mais tout ça m'a amenée ici, à ce moment, avec toi dans mes bras. Et tu sais quoi? Ça en valait la peine. Chaque seconde en valait la peine. Nicolas est venu me rejoindre. Il a passé son bras autour de mes épaules. « Tu sais, maman, Sophie et moi, on a parlé. On voudrait que tu sois plus qu'une grand-mère pour Jeanne. » « Comment ça? On voudrait que tu sois un modèle, quelqu'un qui lui montre qu'on peut être forte et douce à la fois, qu'on peut réussir dans les affaires sans perdre son humanité, qu'on peut se relever après une chute. » Il m'a regardé dans les yeux. « On veut qu'elle grandisse en sachant que sa mamie est une femme extraordinaire. Une femme qui a construit un empire. Une femme qui a eu le courage de dire non à son propre fils pour le sauver. Une femme qui mérite tout le respect du monde. Nicolas, je suis sérieux, maman. Tu es mon héroïne. Et je veux que tu sois celle de Jeanne aussi. » Plus tard, alors qu'Alain et moi rentrions avenue Foch, je lui ai demandé « Tu penses qu'on fait les bons choix dans la vie? Ou est-ce que c'est juste le hasard ?» Alain a réfléchi. « Je pense qu'on fait des choix, et ces choix créent notre vie. Tu as fait le choix de dire non à Nicolas. C'était un choix difficile, courageux. Et regarde où ça t'a mené. Et toi, tu as fait quel choix? » J'ai fait le choix de monter sur ce bateau de croisière. J'aurais pu rester chez moi, seule, à pleurer ma femme. Mais j'ai fait le choix de vivre. Et j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Je t'ai trouvé, toi. Il m'a pris la main. Alors oui, je pense qu'on fait les bons choix, quand on a le courage d'écouter notre cœur. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé cette année. Cette année incroyable, cette année qui avait tout changé. Il y a 1 an, en novembre 2024, j'étais à cet aéroport, seule, abandonnée, brisée. Aujourd'hui, en décembre 2025, j'avais une vie pleine, riche, belle. J'avais Alain. J'avais Nicolas qui était redevenu mon fils. J'avais Sophie, qui était comme la fille que je n'avais jamais eue. J'avais Jeanne qui illuminait mes journées. J'avais ma fondation. J'avais mes aquarelles. J'avais ma maison en Provence. J'avais tout ce que j'avais toujours voulu. Et tout ça parce que j'avais eu le courage de dire 4 mots, parce que tu le mérites. Ces mots, prononcés dans la colère et la douleur, étaient redevenus ma libération. En disant à Nicolas qu'il méritait d'apprendre, je m'étais dit à moi-même que je méritais d'être heureuse. Et j'avais eu raison. Je méritais le bonheur. Je méritais l'amour. Je méritais de vivre. Et maintenant, à 65 ans, je vivais enfin. Vraiment. Pas à travers quelqu'un d'autre. Pas en attendant qu'on me donne la permission. Mais pour moi, par moi, avec moi. Et c'était la plus belle victoire de toutes. Je me suis endormie ce soir-là avec un sourire aux lèvres, avec Alain à mes côtés, avec Simone ronronnant au pied du lit. Et dans mes rêves, j'ai vu Jean-Marc. Il me souriait et il me disait « Je suis fière de toi, Solange. Continue à vivre, continue à être heureuse. Tu le mérites. » Et j'ai su qu'il avait raison. Je le méritais.